Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir avec ce que je fais. La voix de Béhanzin résonne dans l'air brûlant du Dahomey, porté par le vent comme un défi lancé à l'ennemi. Face à lui, les soldats français, armés jusqu'aux dents, hésitent. Ils ne font pas face à un simple roi. Ils affrontent l'âme d'un peuple, le dernier rempart contre la colonisation. Derrière lui, les Amazones, ces guerrières d'élite, immobiles mais prêtes à frapper. Leur regard est aussi tranchant que leur lame, scintillant sous la lumière rougeoyante du soleil couchant. Le silence est pesant, presque irréel. L'armée coloniale avance, convaincue de sa supériorité. Mais au fond d'eux, un doute naît. Peuvent-ils réellement soumettre un roi qui refuse de plier? Car ce combat n'est pas seulement une bataille. C'est une déclaration de résistance. Et ce soir, l'histoire va s'écrire dans le sang et la bravoure. L'histoire du Dahomey remonte au XVIIe siècle, lorsque plusieurs groupes ethniques, principalement les Fon, se sont unifiés pour former un royaume puissant en Afrique de l'Ouest. Le Dahomey s'est développé dans l'actuel Bénin, au sein d'un territoire stratégique, à la croisée des routes commerciales reliant l'intérieur des terres au golfe de Guinée. Le Dahomey a émergé comme une puissance militaire et économique sous le règne du roi Oueg Badja de 1645 à 1685, qui est considéré comme le véritable fondateur du royaume. C'est lui qui posa les bases de la monarchie centralisée et des traditions militaires qui allaient faire la renommée du Dahomey. Son successeur, Akaba, de 1685 à 1708, poursuivit cette expansion en développant une administration plus structurée, renforçant les liens avec les royaumes voisins et posant les fondations de la diplomatie dahoméenne. Le règne de Agadja, de 1708 à 1740, marque un tournant décisif. Il conquiert Allada et Ouida, consolidant ainsi l'accès du Dahomey au commerce transatlantique. Contrairement aux idées reçues, les rois dahoméens tentèrent de contrôler ce commerce plutôt que d'en être de simples acteurs. Béhanzin appartient à une lignée de rois ayant marqué l'histoire de l'Afrique. Son père, Glélé, de 1858 à 1889, était un souverain respecté, ayant réussi à maintenir l'indépendance du Dahomey face aux pressions croissantes des puissances coloniales européennes. Il avait refusé l'établissement de comptoirs commerciaux permanents français sur son territoire, ce qui conduisit à des tensions diplomatiques accrues. Dès son plus jeune âge, le prince Kondo, futur Béhanzin, est élevé dans cette tradition de résistance et de gouvernance absolue, où le pouvoir royal est sacré et incontestable. Le jeune prince Kondo n'a pas eu une enfance ordinaire. Kondo vient d'une expression que le père a prononcée. J'ai installé ce fils-ci, comme le serpent à Manonou, la vipère. Lorsqu'elle va à mettre bas, c'est ce que dit la tradition, va trouver un endroit bien solide, qui est en général un endroit creusé, fait dans de l'argile durcie. C'est cette argile durcie qu'on appelle ko. Je suis comme à Manonou, le serpent vipère, qui veut installer ses enfants dans un emplacement, dans une place, sur un trône, je voudrais dire, solide. Fils de roi, il a grandi dans l'enceinte royale d'Abomey, un palais-forteresse dont chaque mur racontait les exploits de ses ancêtres à travers des bas-reliefs et des fresques historiques. Son éducation était fondée sur 3 piliers essentiels. 1. L'art de la guerre. Dès son plus jeune âge, il est initié aux techniques de combat, à la stratégie militaire et à la discipline rigoureuse de l'armée dahoméenne. Le maniement des armes, les tactiques de siège et la gestion des troupes font partie de son entraînement quotidien. 2. La diplomatie et la gouvernance. Le Dahomey étant en contact permanent avec les royaumes voisins et les Européens, Kondo apprend les rouages de la politique internationale et des négociations complexes. Son père, Glélé, l'initie aux subtilités des alliances et des traités. 3. Les traditions et les croyances ancestrales. Le Dahomey est un royaume profondément ancré dans la spiritualité. Le futur roi est formé au rite du vaudou, à l'importance des ancêtres et à la signification des symboles royaux. Chaque roi dahoméen incarne une divinité protectrice. Pour Béhanzin, ce sera le requin, symbole de puissance et de détermination. Le vaudou joue un rôle fondamental dans l'éducation du prince. Les prêtres initiés lui enseignent que le roi est l'intermédiaire entre les vivants et les ancêtres.
Des cérémonies sont organisées pour le préparer à recevoir les bénédictions des esprits protecteurs du Dahomey. Les rois du Dahomey pratiquent des rituels destinés à s'assurer la protection divine avant d'aller en guerre ou de prendre des décisions importantes. Le prince Kondo participe à ces rites dès son enfance, développant un lien fort avec les traditions spirituelles de son peuple. Le roi Glélé veille à ce que son fils comprenne l'importance de son futur rôle. Béhanzin est éduqué selon des principes d'honneur et de loyauté. Il assiste aux conseils royaux où il observe son père gouverner et prendre des décisions cruciales. Il est formé au code d'honneur dahoméen, notamment la responsabilité d'un roi envers son peuple et le refus de toute soumission. Il participe à des expéditions militaires afin de forger son caractère et renforcer son autorité naturelle. La transmission du pouvoir au Dahomey ne se limite pas à une succession de sang. Le futur roi doit prouver sa valeur, et Béhanzin démontre très tôt qu'il est prêt à assumer cette responsabilité. Après des années d'apprentissage et de préparation, Béhanzin est enfin prêt à monter sur le trône. Mais son accession au pouvoir ne se fera pas sans tension. L'année 1889 marque un tournant majeur dans l'histoire du Dahomey. À la mort de son père, le roi Glélé, Béhanzin, alors connu sous le nom de Kondo, est désigné comme son successeur légitime. Ce couronnement n'est pas un simple passage de pouvoir, c'est l'intronisation d'un guerrier roi, un chef prêt à défendre l'indépendance de son royaume face aux menaces coloniales. À Abomey, la capitale royale, les grandes familles et les dignitaires du Dahomey se réunissent pour une cérémonie qui marque l'entrée de Béhanzin dans l'histoire. Le rituel est orchestré par les chefs religieux et les généraux de l'armée, dans le respect des traditions ancestrales. Le futur roi est accompagné des Amazones, ces redoutables guerrières qui symbolisent la puissance militaire du royaume. Il est conduit dans le temple des ancêtres, où il reçoit les bénédictions des esprits protecteurs du Dahomey. Les prêtres vaudous sacrifient un taureau blanc, symbole de pureté et de force, afin de garantir au nouveau roi un règne puissant et prospère. Lors de cette cérémonie, il prend officiellement le nom de Béhanzin Aïdjéré, qui signifie « L'univers détient l'œuf que la terre désire ». Ce nom illustre le lien profond entre la royauté et l'ordre cosmique, un principe fondamental dans la spiritualité dahoméenne. Il rappelle que le roi est le gardien de l'équilibre entre les forces visibles et invisibles, entre les vivants et les ancêtres. Chaque roi du Dahomey adopte un emblème qui reflète son règne et sa vision du pouvoir. Pour Béhanzin, c'est le requin, un prédateur des océans, connu pour sa force, sa ruse et sa détermination. Sa devise devient alors « Le requin en colère terrorisera son ennemi ». Ce choix symbolique envoie un message clair aux ennemis du Dahomey. Béhanzin ne reculera devant rien pour défendre son peuple. Comme le requin, il attaque sans prévenir, frappe avec précision et ne craint aucun adversaire. Dès son accession au trône, Béhanzin sait que son royaume est menacé par les ambitions coloniales françaises. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, il comprend que la guerre est inévitable et il s'y prépare avec une minutie implacable. Béhanzin hérite d'une armée déjà redoutable, mais il va la renforcer de manière significative. 15 000 soldats bien entraînés, 4 000 Amazones, une unité féminine d'élite qui fait trembler les Européens, et un réseau d'espions et d'informateurs chargés de surveiller les mouvements ennemis. Conscient du déséquilibre technologique entre le Dahomey et la France, Béhanzin adopte une stratégie mixte combinant la guerre de guérilla, la ruse et l'espionnage. Guérilla et attaques éclairs. Les troupes dahoméennes évitent les confrontations directes et frappent les convois français par surprise. Les Amazones, expertes en combat rapproché, s'infiltrent dans les camps ennemis pour semer la panique. 2. Modernisation des équipements. Béhanzin se procure 5000 fusils modernes auprès de marchands européens. Il développe des alliances avec des fournisseurs étrangers pour diversifier son arsenal. 3. Utilisation du vaudou en stratégie militaire. Avant chaque bataille, des rituels sont pratiqués pour insuffler du courage aux troupes. Les guerriers arborent des amulettes et des protections spirituelles censées les rendre invincibles. Les Amazones, connus sous le nom de Mino, Nomères, sont l'élite de l'armée dahoméenne. Béhanzin, conscient de leur bravoure, renforce leur rôle et les positionne en première ligne des affrontements. Ces guerrières ne sont pas de simples combattantes, elles sont entraînées dès leur plus jeune âge à maîtriser des armes de corps à corps et à distance, et effectuer des manœuvres stratégiques complexes. Elles sont fanatiquement dévouées au roi, le considérant comme un être divin. Lorsqu'elles vont au combat,
Elles hurlent des chants de guerre et jurent de ne jamais reculer. Lors des affrontements contre les Français, les Amazones démontrent une férocité inégalée. Lors des batailles de Cotonou et d'Abomey, elles surprennent les soldats français par leur rapidité et leur endurance. Elles attaquent en formation serrée, tranchant les lignes ennemies avec leurs machettes et leurs lances. Leur discipline et leur capacité à endurer la douleur les rendent comparables aux plus grandes unités d'élite du monde. Les officiers français, impressionnés par ces guerrières, en garderont des récits fascinés et terrifiés. L'histoire du Dahomey au XIXe siècle est marquée par une confrontation inévitable avec les ambitions coloniales françaises. Sous le règne de Glélé, père de Béhanzin, un équilibre fragile avait été maintenu grâce à des accords diplomatiques. Ces traités garantissaient aux Français des droits commerciaux restreints, notamment sur la ville portuaire de Cotonou, en échange de paiements annuels. Cependant, les Français trahirent rapidement ces engagements en cherchant à renforcer leur contrôle sur la région. Lorsque Béhanzin accède au trône en 1889, il hérite d'un royaume sous pression. Contrairement à son père, qui avait tenté de maintenir une relation diplomatique avec les Européens, Béhanzin refuse toute soumission. Il comprend que les Français ne respectent pas les accords et qu'ils ont pour seul objectif de s'emparer du Dahomey. Béhanzin déclare fermement « Il vaut mieux que chaque nation gouverne ses terres. Les Blancs avec les leurs et moi avec les miennes. » Cette phrase illustre sa vision intransigeante de la souveraineté du Dahomey. Il n'est pas question pour lui d'accepter une ingérence étrangère, et encore moins de voir son peuple réduit en esclavage sous le joug colonial. Les Français adoptent alors une stratégie d'encerclement. Ils intensifient leur présence militaire dans la région et soutiennent des royaumes voisins hostiles au Dahomey, notamment Porto Novo. Cette tactique vise à isoler Béhanzin diplomatiquement et militairement avant de lancer une invasion massive. Béhanzin réagit avec prudence, combinant diplomatie et préparation militaire. Il envoie des émissaires, tente d'établir des alliances avec d'autres royaumes africains et prépare discrètement son armée à une confrontation imminente. Il sait que la guerre est proche, mais il veut s'assurer que son peuple soit prêt. Face à l'agressivité croissante des Français, Béhanzin tente d'abord de résister par la diplomatie. Il adresse plusieurs lettres aux autorités coloniales, des messages empreints de sagesse mais aussi de défiance. Dans l'une de ces missives, il interpelle directement le gouvernement français. « Ai-je attaqué la France ? Pourquoi venez-vous envahir mon peuple ?» Il rappelle les accords signés par son père et leur violation par les Français. Il expose l'injustice de l'occupation de Cotonou, une terre dahoméenne. Il exige des explications claires sur les intentions françaises. Sa stratégie repose sur une posture de force. Il ne quémande pas la paix, il la réclame comme un droit. Malgré ses lettres et ses efforts diplomatiques, les Français ne cherchent pas la paix. Ils continuent de militariser la région, provoquant Béhanzin à plusieurs reprises. Chaque nouvelle missive du roi devient alors un acte de résistance. Dans une lettre particulièrement marquante, il écrit « Si vous commencez la guerre, j'ai des troupes prêtes pour cela. J'ai tant d'hommes qu'on dirait des vers qui sortent des trous. » Ces mots témoignent de sa détermination absolue. Il sait qu'il est face à un ennemi mieux armé, mais il est prêt à livrer un combat sans merci. Après plusieurs échanges, la situation devient claire, les Français ne reculeront pas. Ils considèrent le Dahomey comme une future colonie et ne toléreront pas la souveraineté de Béhanzin. Le roi comprend alors que la seule issue est l'affrontement militaire. Il mobilise son armée, renforce les défenses du royaume et prépare ses Amazones à une guerre qui s'annonce brutale. La plume a tenté de contenir l'envahisseur, mais c'est l'épée qui devra maintenant parler. En 1892, la tension entre le Dahomey et la France atteint son paroxysme. Après des années de négociations infructueuses et d'affronts répétés, la guerre devient inévitable. Béhanzin, conscient du danger, prépare son peuple à une lutte sans merci. La guerre débute véritablement avec l'attaque de Cotonou, un port stratégique que la France veut contrôler à tout prix. Béhanzin comprend que s'il laisse cette ville aux Français, son royaume sera étouffé économiquement. Il décide donc de frapper fort. Blocus terrestre et naval. Béhanzin mobilise ses troupes et bloque toutes les voies commerciales reliant Cotonou à l'arrière-pays. Prise d'otages stratégique. Des colons français sont capturés et utilisés comme monnaie d'échange pour négocier un retrait des forces françaises. Tentative de négociation. Par l'intermédiaire de ses émissaires, Béhanzin tente d'imposer un traité garantissant la souveraineté du Dahomey sur Cotonou.
Malgré ses efforts, la France refuse de céder. Elle renforce sa présence militaire et envoie de nouveaux régiments pour sécuriser la ville. Voyant que la France s'obstine, Béhanzin met en place une autre stratégie, l'étouffement économique du port de Porto Novo, allié des Français. Les Amazones et les soldats dahoméens harcèlent les convois marchands français, empêchant l'approvisionnement en vivres et en munitions. Le commerce local est contrôlé, privant les Français de ressources essentielles. Les voies fluviales sont sous surveillance, ce qui ralentit considérablement l'expansion française. Mais la riposte ne se fait pas attendre, la France déploie de nouvelles troupes, avec une artillerie lourde et des fusils modernes. Le Dahomey doit se préparer à un affrontement de grande ampleur. Béhanzin, malgré son refus de toute domination étrangère, sait qu'il doit moderniser son armée. Il se procure 5000 fusils auprès de marchands européens clandestins et entraîne ses troupes aux techniques de guerre moderne. L'armée dahoméenne est désormais mieux équipée, mais elle reste numériquement inférieure aux forces coloniales françaises qui disposent d'un appui logistique considérable. Les Amazones du Dahomey, connues sous le nom de Mino, nos mères, sont la colonne vertébrale de l'armée dahoméenne. Béhanzin leur confie des missions essentielles, les plaçant en première ligne lors des batailles. Ces guerrières sont implacables au combat, maniant le fusil et la machette avec une dextérité redoutable. Ces femmes devaient faire un pacte de sang avec le pays, le Dahomey, ce qu'on appelait le Dahomey même. Donc il n'était pas question de trahir le pays. Elles devaient se dévouer corps et âme. Même en cas d'échec, elles protégeaient de leur vie le monarque. Discipline de fer, prête à mourir plutôt que de reculer. Éprise d'un profond attachement au roi, considérant leur engagement comme un devoir sacré. Elles inspirent une peur intense aux troupes françaises qui peinent à comprendre comment des femmes peuvent être aussi redoutables sur le champ de bataille. Dans les archives militaires françaises, de nombreux témoignages font état de la fureur et du courage des Amazones du Dahomey. Certains soldats rapportent avoir été pris de panique face à ces guerrières intrépides qui combattaient jusqu'au dernier souffle. Les officiers français, impressionnés, écrivent dans leur rapport. Ces femmes ne reculent jamais. Elles attaquent avec une détermination que nous n'avons jamais vue ailleurs en Afrique. Mais malgré leur bravoure, la supériorité de l'artillerie française pèse lourdement sur l'issue du combat. Le 4 novembre 1892 marque le début de la fin. Après plusieurs mois de résistance acharnée, les troupes françaises lancent l'offensive finale sur la capitale du Dahomey. 4000 Dahoméens périssent dans la bataille. 800 blessés tentent de survivre sous les bombardements français. Abomey est incendié, marquant la chute officielle du royaume. Les Amazones livrent un dernier combat héroïque. Elles chargent les lignes françaises une dernière fois, refusant de fuir. Beaucoup tombent, mais elles entrent dans l'histoire comme l'un des corps militaires les plus redoutables d'Afrique. Face à la puissance des canons et des fusils à répétition français, l'armée dahoméenne ne peut plus résister. Béhanzin, voyant que tout est perdu, décide de se retirer pour éviter d'être capturé vivant. Il quitte Abomey avec un petit groupe de fidèles et entreprend une fuite stratégique vers le nord, espérant pouvoir organiser une contre-offensive. Mais il est traqué sans relâche par les forces coloniales. Alors que les troupes françaises entrent dans Abomey, un dernier groupe d'Amazones refuse de se rendre. Armées de leurs machettes et fusils, elles effectuent une charge désespérée contre les lignes ennemies. Leur résistance est brisée sous les balles françaises, mais leur courage reste gravé dans la mémoire collective. Elles meurent en guerrières, préférant périr sur le champ de bataille plutôt que de vivre sous la domination coloniale. Le 15 janvier 1894, après des mois de traque, le roi Béhanzin est contraint de se rendre aux Français. Et alors que les nouvelles qui lui parvenaient du front n'étaient pas bonnes, le roi Béhanzin décide d'aller à la rencontre du colonel Dodds. Cette rencontre a eu lieu ici même à Goro, le 25 janvier 1894, à quelques mètres du camp militaire où stationnait le corps expéditionnaire français. L'image est saisissante. Enchaîné, drapé dans un tissu royal aux couleurs ternies par la guerre, il monte à bord d'un navire français. Alors que le bateau quitte les côtes du Dahomey, il jette un dernier regard sur sa terre, sa patrie, son royaume. Abomey, jadis capitale vibrante et imprenable, n'est plus qu'un souvenir douloureux. Son regard est lourd de chagrin, mais aussi de défiance. Vous me déportez, mais vous ne pourrez jamais exiler mon âme. Les colons français,
quant à eux, perçoivent cette scène comme la fin d'une ère, une victoire contre l'un des derniers résistants africains à l'expansion coloniale. Pourtant, ce qu'ils ignorent, c'est que Béhanzin refuse de se considérer comme un roi déchu. Son combat n'est pas terminé, il se poursuivra, silencieux mais puissant, en exil. Le voyage vers la Martinique dure plusieurs semaines. À bord du navire, Béhanzin est isolé, surveillé de près par les autorités françaises. Ils craignent une tentative d'évasion ou une insurrection menée par ses partisans. Il est accompagné de certaines de ses épouses et de quelques proches fidèles. Ensemble, ils forment une cour miniature en exil, où la culture dahoméenne tente de survivre malgré l'éloignement. Il y avait 11 personnes qui étaient avec lui, qui vont partir en asile avec lui. Son fils Wanilo, son cousin Adam Ledian, 4 de ses femmes, 3 de ses filles, et puis un interprète du nom de Fanou avec sa femme. Lorsque Béhanzin débarque en Martinique, il est accueilli par le gouverneur local, qui le considère plus comme un captif que comme un ancien souverain. On lui assigne une résidence surveillée à Fort-Artenson, une ancienne forteresse coloniale réaménagée pour l'accueillir. Dès son arrivée, les rumeurs commencent à circuler. La presse coloniale le caricature comme un tyran vaincu, un roi, barbare, incapable de résister à la modernité occidentale. Ces récits visent à légitimer la colonisation et à minimiser l'impact de sa résistance. Le lion du Dahomey est maintenant un prisonnier dans une cage dorée. Les colons français, cherchant à briser son esprit, tentent d'imposer leur mode de vie et leurs croyances. Ils organisent des dîners officiels où Béhanzin est invité à se conformer aux usages européens. Mais il reste digne, fier, refusant d'être assimilé à une société qu'il méprise. L'un des éléments les plus étonnants de son exil est son attirance pour la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Certains historiens pensent que cette fascination n'est pas religieuse, mais plutôt symbolique. Un lieu de pouvoir et de rassemblement qui lui rappelle les temples ancestraux du Dahomey. Un espace où il peut observer discrètement les colons et analyser leur comportement. Un refuge psychologique où il médite sur son passé et sur l'avenir de son royaume. Béhanzin ne se convertira jamais au christianisme, mais il respectera cette structure comme un témoin de l'histoire et du destin colonial de son peuple. Privé de son armée, de ses terres et de son pouvoir politique, Béhanzin utilise l'écriture comme un dernier moyen de lutte. Il rédige plusieurs lettres aux autorités françaises et aux dirigeants africains, dans lesquelles il revient sur la trahison des accords signés par son père, exige le respect des traditions et de la souveraineté africaine, exprime son désir ardent de retourner au Dahomey. Dans une lettre poignante adressée au gouvernement français, il écrit « Nous avons perdu la guerre, mais nous n'avons pas perdu notre dignité ». Cette phrase résume tout l'esprit de sa résistance. Béhanzin sait que la victoire militaire française est temporaire. Son histoire, son héritage et son combat continueront d'inspirer son peuple longtemps après sa mort. Malgré les années passées en exil, Béhanzin ne courbe jamais l'échine. Jusqu'à son dernier souffle, il incarne la noblesse d'un souverain déchu, mais jamais soumis. En 1906, après 12 années d'exil, il est transféré en Algérie, où il meurt, loin de sa terre natale. Ses derniers mots sont inconnus, mais son destin est celui d'un héros africain immortel. Après sa mort en exil à Blida, en Algérie, en 1906, Béhanzin reste pendant plus de 20 ans hors de sa terre natale. La France, cherchant à minimiser son influence posthume, refuse initialement de restituer ses restes. Pourtant, la pression des descendants et des nationalistes béninois finit par porter ses fruits. En 1928, la dépouille de Béhanzin est rapatriée au Bénin, alors sous domination coloniale française. Cet événement marque un tournant symbolique. Un hommage populaire lui est rendu par son peuple qui voit en lui un martyr de la résistance. Des cérémonies rituelles traditionnelles sont organisées pour lui accorder le repos parmi ses ancêtres. Le Dahomey colonial commence à raviver son héritage, posant les bases d'un futur nationalisme. L'arrivée des restes de Béhanzin n'est pas qu'un retour physique, mais une renaissance spirituelle. Son nom redevient un symbole de résistance et d'indépendance. L'histoire de Béhanzin inspire plusieurs générations de leaders africains du XXe siècle. Son combat devient un exemple de lutte contre l'impérialisme européen. Kwame Nkrumah, Ghana, et Patrice Lumumba, Congo, citent la résistance de Béhanzin comme un modèle de défense de la souveraineté africaine.
Au Bénin, des mouvements nationalistes naissent, prenant appui sur l'héritage du Dahomey et son dernier grand roi. Lors des luttes pour l'indépendance dans les années 1950 à 1960, Béhanzin est réhabilité comme un héros panafricain. Son nom reste associé à la fierté africaine et à la nécessité de préserver l'identité culturelle face aux assauts étrangers. Avec l'indépendance du Bénin en 1960, l'héritage de Béhanzin est officiellement célébré. Le Dahomey, devenu le Bénin, conserve néanmoins de nombreux éléments de son passé glorieux. Abomey, ancienne capitale royale, est aujourd'hui un site historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des statues et monuments à Béhanzin sont érigés pour commémorer son combat. Les traditions font et les rituels vaudous perdurent, portés par des descendants et des initiés. Béhanzin n'est plus seulement un roi du passé, il est une figure identitaire centrale du Bénin moderne. L'un des enjeux majeurs du XXIe siècle est la restitution des trésors du Dahomey pillés par les troupes françaises lors de la conquête du royaume. Le trône de Béhanzin, volé en 1894, est exposé au musée du Quai Branly à Paris. Des œuvres d'art, sculptures et objets rituels, considérés comme des chefs-d'œuvre de la culture dahoméenne, sont toujours détenus par la France. En 2021, la France restitue officiellement 26 trésors du Dahomey au Bénin, marquant un pas vers la reconnaissance du pillage colonial. Cette restitution est une victoire pour la mémoire de Béhanzin et pour tous ceux qui ont combattu pour la préservation de l'identité africaine. Les historiens et les descendants du roi s'accordent sur son importance capitale dans l'histoire africaine. Certains témoignages marquants. Mon ancêtre n'a jamais cédé face à l'oppresseur. Il a préféré l'exil à l'humiliation, et cela fait de lui un héros éternel. Un descendant de Béhanzin. Béhanzin n'était pas qu'un roi. Il était l'âme du Dahomey, un symbole de résilience face au colonialisme. Un historien béninois. Son héritage continue d'inspirer, à travers les arts, la politique et les récits panafricains. Béhanzin est plus qu'un roi déchu. Il est un symbole de l'Afrique qui résiste, un emblème de la souveraineté et de la dignité. Un roi guerrier qui s'est battu jusqu'au bout pour préserver l'indépendance de son peuple. Un stratège et diplomate qui a su défier la France par les armes et par la plume. Un héros en exil, dont la mémoire a survécu à l'effacement colonial. Tant que nous raconterons l'histoire de Béhanzin, il restera vivant dans nos cœurs. Son combat est celui de tous les peuples qui refusent la soumission. Il nous rappelle que l'indépendance, la culture et la dignité ne sont jamais acquises, mais doivent être protégées génération après génération. Je ne signerai jamais un traité qui enlèverait l'indépendance de la terre de mes ancêtres. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, rappelant à tous que l'héritage de Béhanzin n'est pas seulement une histoire passée, mais une leçon éternelle de fierté et de résistance. Compagnons d'infortune, derniers amis fidèles, vous savez dans quelles circonstances, lorsque les Français vinrent conquérir la terre de nos aïeux, nous avons décidé de lutter. Nos combattants s'étaient levés par milliers pour défendre le Dahomey et son roi. Avec fierté, l'on reconnaissait en eux la même bravoure qu'avaient manifesté les guerriers d'Agadja, de Tegbessou, de Gezo et de Glélé. Dans toutes les batailles, j'étais à leur côté et nous avions la certitude de marcher à la victoire. Cependant, malgré la justesse de notre cause et leur vaillance, nos troupes compactes furent décimées. Et maintenant, ma voix éplorée n'éveille plus d'écho. Où sont-elles donc, les ardentes Amazones qu'enflammait une sainte colère? Où leurs chefs indomptables, Gundeme, Yewe, Ketungan? Où sont mes valeureux compagnons d'armes? Où leurs robustes capitaines, Godogbe, Tchatchabloukou, Godjila, qui chantera leurs héroïques sacrifices?